Jacques Multaler, merci de nous recevoir aujourd'hui, chez vous, dans le Saint des Saints. Si nous sommes venus, c'est pour essayer d'avoir votre point de vue et votre témoignage sur ce qu'a été votre vie, une vie très riche, et que vous nous disiez tout d'abord comment un homme comme vous, qui était un libraire, un éditeur aussi, en est venu à être président d'honneur, d'abord fondateur, puis président d'honneur déjà de l'Association mondiale pour l'école Instruments de paix. C'est un long chemin. J'aimerais que vous nous disiez en quelques mots comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes, sans que ce soit un aboutissement, parce que vous n'êtes pas un homme d'aboutissement, vous êtes un homme de chemin, je sais. Donc vous n'êtes pas arrivé quelque part, vous êtes toujours en route vers quelque chose vers lequel vous tendez. En deux mots, qu'avez-vous à nous dire? Dans le temporel, c'est un très court chemin. Dans l'autre dimension, c'est très court. Mais il faut partir du temporel. J'étais libraire, j'étais gros distributeur d'éditeurs, j'étais petit éditeur, et un jour, pour mieux asseoir mes affaires, c'était la guerre froide. Les temps étaient très durs. On a oublié aujourd'hui que les temps étaient très durs. Il n'y avait pas de chômage, mais il y avait de nouveau la guerre qui planait. Je me suis dit, tu as travaillé comme une bête pour monter ton affaire, il ne faut pas qu'elle s'écroule parce qu'il y a de nouveau la guerre. Il faut trouver une idée. Et dans les idées que j'ai recherchées, j'avais plusieurs éditeurs qui étaient spécialistes en livres de classe. Et je me suis dit, de toute façon, s'il y a la guerre, il y aura des livres de classe. Alors, c'est par là que tu dois chercher un autre département afin de l'ouvrir pour ta sécurité. Et je ne savais pas que j'allais ouvrir un chemin énorme, extraordinaire, le chemin de l'école Instruments de paix, car on ne vend pas des livres de classe sans savoir ce qu'il y a dedans. Mon premier élément, donc, a été un peu de contrôler les livres de littérature, les livres de grammaire, les livres de géographie, les livres de mathématiques. Et je fais une découverte sur les livres que je pouvais lire, c'est-à-dire francophones, assez extraordinaire, surtout au niveau de l'enseignement d'histoire. Aucun n'était objectif. Tous se contradisaient. Alors là, j'ai commencé à faire un genre d'analyse entre les uns et entre les autres. Et je me suis aperçu que, sans exception, dans tous les pays autoritaires, les livres de classe sont des usines à faire des soldats, des ennemis, des sectaires, des fanatiques, des sanguinaires. Quand j'ai découvert ça, quelle frayeur! Mais néanmoins, mes affaires marchant bien, mes livres étant bons, j'ai continué à les vendre, tout gentiment. Et un jour, c'était en 58, j'ai un de mes frères qui a été tué dans des circonstances terriblement dramatiques en Algérie. C'était le début de la guerre. Et c'était le second frère que je perdais. J'ai perdu un premier frère qui était officier de cavalerie en 1940, en mai 40, lors de la drôle de guerre, comme quoi il n'était pas si drôle que l'on dit. Et le deuxième frère. Et le deuxième frère était chirurgien, et je dois dire que c'était mon meilleur ami. Ça a été la plus grosse raclée que j'ai reçue de ma vie. Horrible. J'ai pleuré comme un gamin, et tous les jours j'ai pleuré, et tous les jours je pleurais. Je pleurais à la honte de la guerre, je pleurais, véritablement, j'étais presque devenu une sorte d'enragé contre la guerre, contre le fanatisme. Puis un jour, je me dis, mais c'est complètement idiot de pleurer. Tu pleures, c'est statique. Alors tu vas rien faire pour la paix. Et là, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais il faut que l'auditeur le sache. Et là, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont fait la guerre comme je l'ai fait, je peux presque dire héroïquement, car ils ont cru en leur livre d'histoire, ils ont cru en la ligne bleue des Vosges, ils ont cru en leurs instituteurs et en leurs professeurs, et dans le fond, le devoir a pris la place du droit. Leur devoir était de combattre. On leur avait mis ça dans la tête, et ils ont combattu. Et j'ai combattu. Et j'ai combattu et je l'ai cru. J'avais raison. La décoration que je porte mérite une parenthèse. Nous sommes que quelques-uns en France à l'avoir. Elle s'appelle l'ordre grand officier de l'ordre du mérite. Et pour l'abbé Pierre et pour moi, on a ajouté du progrès. C'est une longue histoire, trop longue à raconter.
c'était sous Chaban, et je dois dire que je la porte parce que c'est une décoration de paix. L'autre, je ne la porte pas. Et alors, de fil en aiguille, ayant trouvé cette idée que c'est par l'école, que ce n'est pas en pleurant, et ce n'est pas ceux qui pleurent leur mort encore aujourd'hui, ou qui pleurent les horreurs qu'ils ont vécues dans les camps de concentration, dans les camps de résistance, dans les camps de la mort, qui changent quoi que ce soit. Ce qui doit changer, c'est là-dedans. C'est savoir véritablement se mobiliser pour quelque chose de précis. La paix, c'est quelque chose de précis. La paix, ça n'est pas ne pas s'aimer. La paix, ce n'est pas se battre. La paix, c'est vivre ensemble dans la plus grande des paisibilités. Mais nos pulsions, nous les aurons toujours. Mais attention, canon. Et c'est là où il faut que nous nous réveillons, car dès l'instant, et nous le voyons dans l'actualité actuellement, car dès l'instant où l'homme possède un fusil, il ne possède plus son âme. Alors il faut le faire revenir à son esprit, à son état naturel, qui n'est pas que violence, mais qui était aussi beaucoup compromis. Et un mot magique qui est tolérance.